Rebonjour à tous. Suite de cet après-midi et de ces temps de présentation, de retour d'expérience d'entreprises, de collectivités qui, depuis quelques mois et surtout quelques années, pour celles et ceux ici présents cet après-midi, quelques années qui mettent en place des actions pour réintégrer le vivant au sein d'une commune ou d'une collectivité. Comment on va faire autrement et redonner une place d'honneur à la nature, la biodiversité et aux vivants, qu'ils soient humains et non humains, au cœur de nos vies. On va aborder des thématiques telles que le fait de réaménager un site de production, changer ses habitudes d'aménagement ou de gestion en ville, en changeant aussi son regard sur son activité ou la manière de la développer ou d'entretenir certains espaces. On abordera aussi des questions liées aux attentes des occupants ou aux attentes du vivant non humain. On partagera aussi une expérience de gestion écologique, gestion différenciée, peut-être un petit peu de réensauvagement à certains moments. On va faire le lien avec l'intervention d'avant, mais avec d'autres intervenants. Nous avons Aurélien Buttery de Botaniquel, Olivier Renaud-Gertegaz et Anne Vauquier de la mairie de Genève. 3 intervenants que je connais bien puisque j'ai la chance de travailler avec eux assez régulièrement. Des personnes qui sont engagées et qui vont vous parler de leur quotidien et de comment elles ont fait chez elles. Je vais faire, comme tout à l'heure, une petite introduction aussi sur qui je suis. Moi, alors ça fera peut-être une redite, ou une redite pour certaines personnes, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois sur certaines tables rondes. Mais donc moi, je m'appelle Julien Verny, je travaille pour Pocheco, un industriel qui travaille à réintégrer le vivant dans sa manière d'entreprendre, dans un petit village à côté de la banlieue lilloise, où depuis 25 ans, on a tout changé dans notre entreprise, que ce soit les matières premières, le site, les bâtiments, pour concilier écologie et économie dans une démarche qui s'appelle l'écolonomie, pour réintégrer un cadre de vie au travail qui réintègre le vivant. Moi, je suis responsable biodiversité pour ce site, mais aussi pour un des bureaux d'études. Comme je l'ai dit rapidement et comme vous l'avez sûrement déjà entendu, soit ici, soit au niveau des collègues sur le stand dans le bâtiment d'en face, on est un fabricant d'enveloppes. Alors qu'est-ce qu'on a à voir avec le monde de la transition écologique ? Il y a 25 ans, on a tout changé. On a commencé par les matières premières, puis les bâtiments, l'énergie, l'eau et les espaces extérieurs. On a désimperméabilisé notre site, on l'a revégétalisé ou végétalisé. On permet aujourd'hui à plus de 55 espèces d'oiseaux différentes de vivre sur notre site, d'y circuler, de s'y nourrir, de s'y reproduire, à des espèces d'amphibiens, à plus de 175 plantes sauvages, etc. etc. Je ne vais pas faire une longue liste à l'après-vert. Mais nous, on démontre, tout au long de notre chaîne de valeur ou sur notre site, qu'il est possible de faire autrement et de concilier une activité économique avec le vivant sur ce site. J'arrête de parler de qui je suis chez Pocheco et de qui on est pour laisser la parole à nos intervenants. Si vous avez d'autres questions, on pourra y répondre un petit peu plus tard ou sur le stand ouvert Pocheco, ouvert étant le bureau d'études externe qui transmet cette démarche auprès d'autres entreprises et des collectivités telles que celle que vous avez ici. Je passe la parole rapidement à mes intervenants conférenciers en 1 minute pour qu'ils se présentent et après on passera sur les échanges. Bonjour à toutes et tous, moi je m'appelle Anne Vauquier, je suis à la fois prof d'histoire géo dans un lycée à Genève et je suis aussi maire de cette petite ville de 3000 habitants mais aussi de 7000 élèves. Mon truc, c'est de faire pousser. J'ai fait pousser des enfants dans mon ventre, j'en ai 3. J'essaie de faire pousser l'esprit critique dans la tête de mes élèves. Je fais pousser des graines dans mon potager et je fais pousser des projets qui sont en lien avec la transition écologique. Bonjour à toutes et à tous. Donc Aurélien Buttery. Moi aussi, je fais pousser des choses, mais je fais pousser du métal. Ça peut paraître bizarre, mais c'est possible. Et je fais pousser plus spécifiquement du nickel. Je ne sais pas si vous m'entendez à cause de la pluie. Le nickel qui est un métal stratégique pour l'industrie, et notamment pas que la mobilité, on en parle beaucoup pour les batteries, mais aussi pour l'industrie sidérurgique, pour tous les aciers, et notamment les aciers inoxydables. Et donc j'essaye de faire le lien finalement entre l'agriculture, faire pousser ce métal, et le monde de la sidérurgie, et pour transformer la façon dont on produit les aciers. Moi, c'est Olivier Renaud, donc je suis chef de projet innovation, permaculteur et facilitateur à Gertegaz. Donc je permaculture
et j'accompagne des projets de transformation dans l'entreprise, que ce soit des transformations environnementales, organisationnelles, humaines et aussi environnementales, et j'ose dire un peu sociétales. Alors GRT Gaz, c'est l'opérateur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'opérateur de transport de gaz en France et en Europe. Donc on a beaucoup de sites, on a 400 hectares d'installations clôturées et on a 32 000 km de réseau, d'où l'importance de faire quelque chose pour le vivant, pour restaurer le vivant, on va en parler tout à l'heure. Eh ben, merci à tous les trois. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un premier thème qui est le biomimétisme en entreprise. Comment GRT Gaz, toi Olivier et tes collègues, comment vous avez pris ça comme une opportunité aussi pour repenser un site avec le vivant et l'intégrer au sein de l'écosystème? Alors tu vas nous parler de ton projet, mais d'abord peut-être un petit focus sur la permaculture qui t'est chère et que tu as essayé de mettre en œuvre et que tu mets en œuvre dans ton entreprise. Oui, en effet. Donc, l'idée, au départ, c'est d'appliquer l'approche permaculturelle en entreprise. Donc, c'est une intuition suite à des formations que j'ai fait en permaculture. Je me suis dit, tiens, ça, c'est d'une richesse phénoménale et ça pourrait être intéressant en entreprise. C'est quoi la permaculture? Donc, c'est la contraction entre perma et culture. Perma, c'est tout ce qui est permanent, soutenable, durable. Et la culture, ça va être les stratégies qu'un collectif, donc par exemple GRT Gaz, mais ça peut être Pocheco, va mettre en place pour remplir ses besoins. Donc la permaculture, ça va être un ensemble de stratégies, de techniques qui va permettre de répondre à des besoins, mais de façon soutenable. Et donc ça, on peut l'appliquer à GRT Gaz. Donc là, on voit une magnifique poule. Alors pourquoi j'ai pris une poule? D'abord, je trouve que c'est un animal assez sympathique, assez incroyable. En fait, une poule, ça a des besoins. Ça produit des œufs, ça produit des fientes, ça produit un certain nombre de choses. Et puis ça a des comportements. Par exemple, une poule, ça va gratter. Ça va avoir aussi un besoin de sociabilisation. Et en permaculture, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est justement les différents éléments d'un écosystème. Donc les besoins, les ressources, et comment on va transformer cet écosystème pour aller dans le sens de l'écosystème. Donc d'où l'observation, on en parle beaucoup dans les conférences aujourd'hui. Donc c'est observer cet écosystème, le comprendre pour aller dans son sens. Donc ce qu'en fait j'ai fait finalement, c'est que j'ai remplacé la poule par GRT Gaz et j'ai essayé de créer en fait finalement un écosystème qui va plutôt dans le sens du vivant plutôt que dans le sens inverse. Alors si on avance encore un petit peu concrètement, comment tu as transformé cette poule en GRT Gaz? Alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a observé le site, on a observé justement l'écosystème, on a travaillé avec l'équipe, et donc on s'est appuyé sur Pocheco, parce que Pocheco, moi je l'ai vu dans le film Demain, je ne sais pas si vous avez vu le film Demain, et quand ils présentaient leur démarche d'économie, je me suis dit, en fait, ils font un peu de la permaculture, avec le fait de réfléchir aux synergies sur le site, etc. Et donc en fait on a travaillé avec un responsable de site dans l'est de la France, Thierry. Donc c'est l'histoire d'une rencontre en fait, qui m'a dit moi je veux bien tester ton approche. Donc en fait on a fait le design, parce que le cœur de la permaculture, c'est le design. Donc le design, c'est à la fois le dessin DE2SIN et le dessin DE2SAIN, c'est-à-dire le projet, la conception. Et donc on a été accompagné par Pocheco pour faire ce design. Donc ça donne ce visuel. Donc l'approche globale, c'est de faire des sites de GRT Gaz de grandes surfaces, des pépinières de biodiversité, des postes de gaz, donc qui sont des installations qui sont nécessaires au transit du gaz et à la livraison aux clients, des relais de biodiversité, parce qu'on a un peu moins de surface, mais on a quand même des surfaces entre 500 mètres carrés et jusqu'à 1 hectare, et ensuite s'appuyer sur les canalisations qui sont enterrées, donc on doit entretenir sur la surface supérieure, des relais de biodiversité avec des corridors, des traces bleues, traces vertes, des continuités écologiques. Donc on a travaillé sur différents leviers.
et notamment on a travaillé avec le territoire. On a été rencontrer le territoire et on a trouvé des opportunités de créer des synergies avec le territoire. On verra concrètement tout à l'heure quelques exemples. Et aussi on a travaillé sur une thématique, parce qu'on a des sites industriels, certains ont des pollutions, donc on s'est interrogé sur comment le vivant permet finalement de dépolluer ces sols. Je crois que tu en parleras tout à l'heure. Alors, rapidement, un dernier petit mot. Il y a un réel côté humain aussi qui s'est développé dans ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors c'est un projet qui s'est fait avec l'équipe. Donc au début, quand on a été sur le site, on avait, on va dire, 50% de l'équipe qui était, plutôt en ligne, qui avait envie d'y aller, et puis 50% qui étaient soit dubitatifs, voire opposants. Donc on a impliqué l'équipe dans toutes les phases finalement du projet, du diagnostic jusqu'au design, et ce qui a permis de les embarquer dans la démarche, et non seulement les salariés, mais au-delà, embarquer la mairie, la communauté de communes, enfin les différents acteurs sur le territoire. Merci Olivier pour cette intervention avec l'angle entreprise. Maintenant, je vais switcher sur l'angle de la collectivité. Anne, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi et comment tu as souhaité réintégrer le vivant à ton échelle au niveau d'une commune ? Alors, ça part à la fois d'un constat, d'une volonté politique et aussi d'une contrainte. Alors, ma ville, c'est une petite ville typique du Nord. Je n'ai pas dit tout à l'heure que c'était au sud-est de Lille. C'est la plus belle ville de France. C'est une ville-rue, comme beaucoup de villages ou de villes dans le Nord. De part et d'autre de cette rue, il y a des bâtiments, des maisons, des écoles. Et après, il y a les champs. Mais au milieu de la ville, il y a une grosse départementale goudronnée. Donc, c'est pas joli, c'est pas frais, il fait très chaud l'été, c'est pas sécure. Donc, on s'est dit, c'est quand même dommage d'avoir le vivant tout près et pas à l'intérieur. Donc ça, c'était mon constat. Une volonté politique, depuis toute petite, mes parents m'emmenaient dans la forêt et on faisait déjà des câlins aux arbres, on jouait avec les feuilles. Il y a quand même une connexion à la nature qui est importante dans nos vies. Donc je voulais, avec toute mon équipe municipale, et c'était pas gagné, donner la priorité à la nature. Et puis la contrainte, c'est que toutes les villes doivent gérer leurs espaces verts en zéro phyto, donc plus de produits chimiques. Qui dit plus de produits chimiques, dit faire autrement. Donc, comment faire autrement ? En adoptant un autre plan de gestion. Donc on a beau avoir des idées, une volonté politique, on n'a pas toutes les compétences. Donc on est allé en chercher chez Pocheco et le cabinet ouvert, qui nous a aidé à diagnostiquer les sites différents de notre ville. Il y a des choses qu'on pouvait laisser, il y a des choses qu'on doit réaménager parce qu'ils ne servent à rien. Il y a des choses qu'on doit transformer pour faire revenir de la biodiversité. Et puis voilà. Donc, si je résume, d'une contrainte réglementaire zéro pesticide, 1er janvier 2017, interdiction d'usage des pesticides sur les espaces publics, sauf cimetières et, on va dire, terrains de sport. Cette interdiction passe également à ces deux espaces au 1er juillet de l'année dernière. On le bat de comment on fait. Le plan de gestion est arrivé. On verra tout à l'heure un petit peu comment on peut aller plus loin aussi, mais là, ce constat posé, cette envie politique aussi, et les constats, je sais que tu les partages, de l'IPBES, du GIEC, je pense qu'on les partage tous ici, en tout cas devant, mais à mon avis, vous aussi. Le GIEC, l'IPBES nous démontrent qu'il faut agir. C'est des scientifiques qui font des études, c'est leur métier, ils démontrent qu'on est obligé de faire autrement. Et heureusement, on a des gens qui ont envie de faire autrement. Donc cette contrainte zéro phyto, ça a été une opportunité de réintégrer le vivant. Mais là, je vais redonner la parole à Olivier pour que tu nous expliques un petit peu les premiers retours d'expérience. Et on reviendra après sur Anne. Et on n'oublie pas Aurélien, surtout, qui nous fera une belle clôture. Oui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais tout à l'heure, je parlais de 50% de l'équipe
pas trop convaincu et l'autre moitié convaincu. Là aujourd'hui, on a 100% de l'équipe qui est complètement mobilisée, même plus, puisque en fait, il y a des salariés qui changent de site et du coup, ça infuse dans l'entreprise. Donc c'est intéressant. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est alors ça c'est la photo, c'est en visuel. Il revient après. Hein, voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est à l'avant-après. Donc, sur un espace. Donc là, on est sur une installation de gaz, donc de livraison pour nos clients. Donc, on est obligé de détendre le gaz, de le compter pour le livrer. Donc, on a besoin d'installation industrielle. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a du goudron. C'est pas très joli. Donc cet espace-là, c'est un petit espace qui fait partie du site qu'on voyait dans le visuel. Voilà maintenant comment il est. Donc tout simplement végétalisé. On a mis des plages pour attirer les pollinisateurs sauvages. On a effacé, comme dirait Gilbert, on a effacé le goudron pour le remplacer par un mélange terre-pierre. On a à la place des barrières qui étaient en plastique, on a mis des barrières des piquets de châtaignier et puis des rosiers, donc c'est beaucoup plus joli. On a végétalisé, on a désimperméabilisé. Ce qu'on va voir aussi, c'est que, comme Gilbert l'a exprimé, on a mis en place une toute petite zone de libre évolution, mais quand même 2000 m². Donc on a identifié les espèces invasives. Et puis simplement, voilà, on laisse faire la nature. On entretient uniquement les bordures pour éviter que ça diffuse finalement dans le voisinage. Et puis, je vous parlais de synergie tout à l'heure. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé sur le territoire les associations locales, les entités locales. On a trouvé une association qui récupère des animaux qui sont abandonnés ou voire battus et qui sont remis à la justice. Ces animaux, ils ont besoin de nourriture et l'association a besoin de nourrir ces animaux. Nous, on a besoin d'entretenir ces espaces. Donc, on accueille ces animaux. Tellement on a d'animaux que même on envisageait de faire de l'agroforesterie sur le site et on se pose la question, c'est est-ce qu'on continue à développer ça ou est-ce qu'on finalement on fait quand même de l'agroforesterie. Voilà. Donc ça c'est pour aussi dire que cette approche elle se déploie sur l'ensemble de l'entreprise via les plans de gestion écologique concertés. Donc c'est-à-dire que l'objectif pour GRTgaz maintenant, c'est sur tous les sites de plus de 3 hectares de faire le diagnostic, le design et ensuite mettre en œuvre les plans de gestion écologique. Donc là on est sur une autre, donc là c'est une station de compression. Donc une autre installation de plusieurs hectares. Donc on voit avant, donc c'est en fait une zone gravillonnée, donc pas du tout imperméable à l'eau. Et après, donc une végétalisation totale. Donc il y a juste une toute petite, en bas à droite, je ne sais pas si vous le voyez, un trottoir. Et là on se dit, il faudrait qu'on enlève les trottoirs pour faciliter l'entretien. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Voilà, ah oui. Donc sur cette station de compression, là aussi, on accueille on fait de l'éco-pâturage et on s'est rendu compte sur cet espace qu'il y avait notamment des espèces, je crois que c'était d'amphibiens, donc pour les attirer et pour créer une zone humide, on a creusé une mare sur la station. Ensuite, alors ce que je voulais vous dire, c'est que ça se fait pas simplement. Donc pour faire tout ça, il a fallu mobiliser les équipes. Donc on a fait des chantiers participatifs, notamment un chantier participatif avec Pocheco, où on a planté une haie. Ce qu'on voit, c'est l'opération où on déroulait le foin. Et donc on voit aussi là sur la photo de droite qu'on embarque très largement les équipes. Ça c'est une réunion d'enclenchement pour un nouveau site qu'on a démarré avec Pocheco dans région parisienne. Pour rebondir sur les propos d'Olivier, alors il nous cite beaucoup parce qu'on travaille beaucoup ensemble, mais on n'arrive pas comme les sachants en proposant directement nos solutions. Là on voit mobilisation humaine au cœur de la transition. Ce qu'on a été faire, c'est qu'on a posé d'abord un bilan de comment était leur site, techniquement sur le plan, on va dire, écologique, biodiversité, eau, imperméabilisation, etc. Mais on a aussi été chercher auprès de l'équipe les fameux engagés, celles et ceux qui sont prêts à passer à l'action, à y prendre part, à ce projet, et c'est avec eux qu'on a imaginé le projet. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé en disant « Ok, on a vu ça, vous avez ça comme atout, ça comme contrainte, on vous propose ça ». Non, on est d'abord
On a surtout travaillé avec l'équipe pour comprendre comment était leur activité, pourquoi ils avaient tel et tel espace ou pourquoi ils les entretenaient de telle et telle manière, pour se dire, avec eux, comment on peut faire autrement. Et là, par exemple, début juillet, on y va avec mon collègue Pierre, qui est juste ici devant, et les équipes d'Olivier. On va retourner sur un des sites où on a fait un diagnostic au printemps dernier, et on va discuter avec des personnes à tout niveau de l'entreprise, mais les fameux engagés, pour se dire, voilà, vous avez ça comme contrainte, ça comme opportunité, regardez ce qui s'est fait dans d'autres projets, ailleurs, chez GRT Gaz, voilà vos opportunités, et comment on va imaginer ensemble ce projet. C'est important d'aller chercher le collectif pour qu'il puisse adhérer à ce projet et le mettre en œuvre. Et je pense qu'on peut raconter peut-être rapidement l'histoire de la personne qu'on connaît, qui a évolué au fur et à mesure. Oui, tout à fait, c'est intéressant cette histoire. Je voudrais aussi rebondir sur une chose, c'est que l'association que j'ai parlé tout à l'heure, c'est pas moi qui l'ai apportée, c'est quelqu'un de l'équipe qui en fait a rencontré cette association, qui la connaissait. Donc c'est bien de s'appuyer sur aussi les connaissances des salariés des sites, parce qu'en fait ils ont une connaissance du territoire que moi j'avais pas, parce que moi j'habite à Nantes. Voilà, donc pour la petite histoire, donc une salariée qui était sur ce site-là, on présente le projet, etc. Et donc on parle de zéro phyto, donc c'est la suppression des produits phytosanitaires. Elle dit non mais de toute façon le zéro phyto c'est chiant, ça nous ramène du boulot, enfin c'est compliqué, etc. Donc on fait le projet. Et puis on déroule. Et puis là on sent que cette personne-là, elle se transforme un petit peu, elle transitionne. Et aujourd'hui, enfin il n'y a pas très longtemps, on discute avec ce qu'est l'ingénierie. C'est-à-dire qu'on essaie d'intervenir en amont pour que les nouveaux projets, on puisse les faire mieux. Et c'est difficile avec l'ingénierie parce qu'ils ont des habitudes, ils ont des standards, et la nature, ça n'aime pas trop le standard. Et du coup, il y a une espèce de bataille un peu avec eux, enfin gentille, hein. Et là, Julie, cette personne-là, me dit, mais de façon assez importante, mais on peut plus faire comme ça. C'est plus possible, quoi. Il faut faire autrement. Il faut végétaliser. Alors là, pour moi, c'était un cadeau pour Julien qui était là aussi, je pense. Et donc là, on voit qu'on a tout gagné quand c'est comme ça. En fait, on a montré par l'exemple. Au bout de quelques mois, au bout d'un an et demi, cette personne a vraiment changé sa manière de voir les choses, parce qu'elle a vu le vivant comme une opportunité de faire autrement et de répondre à des contraintes techniques et réglementaires tout en faisant autrement et en avançant, on va dire, en allant plus loin que les décisions plus haut, on va dire, au niveau des équipes décisionnaires, et avec un retour d'expérience terrain où cette personne elle a vraiment démontré à ses autres collègues qu'en fait on pouvait encore aller plus loin et anticiper tout de suite les années à venir et répondre tout de suite au constat du GIEC et de l'IPBES. Pour réenchaîner et revenir sur un autre niveau, je vais redonner la parole à Anne pour parler de la volonté que tu as eue de passer à l'action, de se dire on a imaginé des choses, on a trouvé des personnes qui ont envie de le faire, mais comment concrètement on passe à l'action pour mettre en œuvre ces actions de réintégration du vivant au sein de la commune. Alors d'abord, il faut avoir un plan de gestion différencié, c'est-à-dire il faut savoir où on va. Bon, c'est toi qui nous as dit où on allait aller. Elle l'a dit aussi quand même un peu avec moi. Enfin, moi j'ai l'idée et puis toi, tu as plus la technique. Et surtout, il faut emmener les gens. J'ai une équipe technique de 4 personnes. Ça fait 25 ans qu'ils travaillent dans la commune. Et puis ils ont fait des études et c'est pas Madame la maire qui va leur dire ce qu'il faut faire. Parce qu'eux, ils ont l'habitude. Alors, on y va doucement. Déjà, on salue ce qu'ils font et puis on se forme. Alors, au début, c'était très comme ça. Et puis après, sur le terrain, avec aussi la diplomatie de Pierre et Julien, il y a des échanges. Ils les testent un petit peu aussi, parce qu'il faut savoir il faut être sûr de savoir de quoi ils parlent. Et puis, une fois que les agents techniques qui font quand même le travail sont motivés et sont partants, on peut y aller. On s'appuie aussi sur les habitants et sur les enfants. Vous savez, si on veut changer le monde, il faut y aller par les enfants. Sinon... Donc, on fait des plantations citoyennes, on a réaménagé la place. Donc ça, c'est pour le côté démarche participative. Et puis, pour le plan de gestion différenciée,
on identifie bien les espaces qu'il faut laisser vivre ou bien qu'il faut tondre parce qu'on court dessus et tout ça. Et surtout, il faut aussi éduquer au beau. Parce que, bon, ça fait quoi, 1 an et demi qu'on est en phase de test. Au début, les gens, ils ont dit « Ah, c'est parce que la mer, elle est écolo ». Bon, c'est pas vrai, je suis pas cartée, je suis rien. Et là, on s'est dit « Bon, ça, c'est une lubie qui va lui passer ». Et puis là, on a un peu les gens qui râlent en disant « Oui, bah, c'est moche, ça fait négliger ». Bon, donc il faut convaincre, expliquer, participer. Et puis, il faut aussi qu'il y ait de la joie. Quand on plante, on était très joyeux de le faire. Et puis on rend compte aussi. Par exemple, sur un espace qu'on a laissé pousser, des papillons sont revenus alors qu'avant il n'y en avait pas forcément. Et puis aussi des orchidées. Et très souvent, les Genéchois, donc les habitants de Genêt, passent et ils disent à la mairie, ils toquent, ils disent « Elles sont où les orchidées ?» Donc je sors et puis je vais leur montrer. Et c'est une vraie victoire pour nous, ça. On fait au décopâturage aussi, parce qu'il y a un institut agricole dans ma ville. Donc on a des partenariats. L'idée, c'est vraiment de faire ça tous ensemble. Et de communiquer aussi. Il y a des petits panneaux qui expliquent le pourquoi et le comment de notre action. Alors si je mets les mots orchidée, enfant et co-conception, je pense que tu as encore une autre info à nous donner, un truc intéressant, pour montrer comment tu vas encore plus loin. On a dans notre ville une seule école publique, donc tous les enfants vont à la même école, et on a un conseil municipal des enfants. C'est une école qui est assez macadamisée, et on va effacer le macadam pour faire revenir le vivant dans l'école. Donc on y associe les professeurs des écoles et les enfants qui ont encore plus d'idées que nous. Et donc ça, c'est un très très beau projet, aussi très fédérateur. Et des projets, il y en a encore plein, plantation de haies à l'automne prochain, etc., etc. Beaucoup d'actions encore qui peuvent être mises en œuvre. Mais rapidement, est-ce que tu peux nous parler d'un projet de réaménagement ou comment tu envisages de redonner un peu une lettre de noblesse à des zones parfois un peu oubliées et on a plutôt tendance à aller sur d'autres zones? En fait, les maires de toutes les communes sont confrontés au zéro artificialisation nette. Il y a beaucoup de maires qui vous diront que ce n'est pas une bonne loi. Moi, je trouve que c'est une excellente loi et j'ai très peur qu'elle soit détricotée. Elle est déjà un peu en train d'être détricotée. On ne peut plus manger des terres agricoles, et je te rejoins, il y a des zones artisanales qui ont été construites sur les terres les plus fertiles du Nord, et vraiment c'est une ineptie. Et donc si on veut cesser de grignoter des terres agricoles et loger des gens, il faut forcément qu'on vive autrement, qu'on apprenne à vivre autrement en mutualisant, en vivant ensemble, entre voisins. Et donc ça peut passer par des jardins partagés, par les animaux aussi. Ça marche très bien, ça, les animaux, pour vivre ensemble, pour prendre soin. Et donc on a réduit les zones constructibles pour réhabiliter une friche qu'on avait et sur laquelle on va construire on réhabilite un habitat participatif et un habitat intergénérationnel dans la forêt. On fait un diagnostic phytosanitaire des arbres pour garder le maximum d'arbres et construire un habitat léger sous les arbres. Donc comment concilier vivant, humain, non humain à l'échelle de la collectivité? Je vais rebondir sur ces lettres de noblesse et aborder le dernier sujet de notre conférence. Je vais donner la petite télécommande à Aurélien, mais pour introduire tout ça, je vais revenir. Alors vous avez peut-être entendu tout à l'heure quand je parlais rapidement de Pocheco, à un moment, j'ai dit, c'était dans une précédente conférence, on avait un sol pollué, enfin, on a toujours un sol pollué chez nous. Vous avez peut-être vu dans l'illustration, on a développé une activité de maraîchage à un endroit. On s'est dit, en fait, c'est une manière d'entreprendre encore autrement sur notre entreprise, qu'on est fabricant d'enveloppes, de sachets, gestionnaire de courrier, maraîcher, consultant en transition écologique, etc., etc. Et on s'est dit, on va être maraîcher, parce qu'on a une opportunité de réinvestir des terrains, de réintégrer le vivant et en développant une activité économique très territoriale.
intégré à son territoire. On a fait des analyses de sol pour faire notre maraîchage. La qualité agronomique pour le maraîchage était parfaite. Et il y avait un petit sujet de métaux lourds qu'on a creusé avec des collègues d'Aurélien et on a trouvé qu'on avait un sol pollué au plomb, cadmium, zinc et cuivre. Donc là, le bas de combat, on arrête tout. Et on se dit, mais comment on fait ? Il y a plusieurs solutions pour dépolluer un sol, mais ça, peut-être qu'Aurélien en reparlera, je ne vais pas trop avancer sur son explication, mais nous, on s'est dit, en fait, ce sol est pollué, on aimerait bien le dépolluer, et comment le vivant peut nous permettre de dépolluer. On a installé les bonnes plantes aux bons endroits, au bon moment, depuis plusieurs années. Avec les collègues, on fait ça en partenariat avec Econic, une des entités créatrices de Botanickel, pour dépolluer ce sol et le réinvestir demain pour faire du maraîchage ou d'autres choses. Mais en tout cas, se dire, il est là aujourd'hui, on ne va pas le mettre dans une grosse benne et l'envoyer ailleurs, on va le dépolluer sur place, grâce au vivant, pour lui redonner ses lettres de noblesse, comme ça peut être fait dans un autre contexte aussi, sur la mairie de Genève ou sur d'autres entreprises. Aurélien, la fin de l'intervention et le temps de parole est à toi. Merci. Merci pour l'introduction qui est parfaite, parce qu'effectivement, on est parti de cette idée-là de pouvoir dépolluer les sols, ce qu'on appelle la phytorémédiation, ce qu'on utilise beaucoup en Europe pour redonner finalement de la valeur au sol. C'est pas tant le métal qu'on extrait, c'est comment on dépollue des sols qui ont été pollués par l'activité humaine, avec des métaux qui sont compliqués parfois à valoriser derrière, et en tout cas des zones sur lesquelles personne ne veut payer pour finalement dépolluer. Donc cette approche-là d'utilisation des plantes, elle est relativement douce et elle est aussi peu coûteuse, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre, et quand on a une friche industrielle, il faut payer derrière pour pouvoir dépolluer. Et tu parlais d'autres méthodes. Basiquement, à part les plantes, c'est de l'excavation et de la mise en décharge. Et ça coûte très cher. Donc en gros, en Europe, c'est comment on redonne de la valeur au terrain. Partant de cette idée-là, on s'est dit, nous, finalement, ce qu'on veut aussi, c'est vraiment valoriser le métal derrière. Et pour ça, finalement, on ne va pas travailler sur des sols qui sont pollués par l'homme. On va travailler sur des sols qui sont naturellement riches, mais on va utiliser le même principe des plantes qui extraient les métaux, c'est-à-dire qui hyper-accumulent les métaux dans leur partie aérienne. Quand on dit hyper-accumulé, ça veut dire qu'on peut se retrouver avec des plantes qui ont plusieurs pourcents de métal dans les parties aériennes, dans les feuilles, dans les fleurs, dans les tiges. Et donc c'est utiliser ces plantes pour finalement définir une nouvelle manière d'extraire des métaux, non plus pour vraiment dépolluer les sols, mais vraiment pour extraire et pour se dire, allez, on fait de l'activité minière d'un nouveau genre. Et on est tellement d'un nouveau genre que vous avez ici une illustration. Alors, j'oppose pas forcément les deux modèles, vous verrez pourquoi. La partie gauche, qui est l'extraction minière un peu standard, telle qu'on la pratique. J'ai oublié de dire que nous, on se concentrait, mais c'était un peu dans le nom et implicite dans le nom, Botanickel, on se concentre sur le nickel, qui a une vraie valeur, encore une fois, en lien avec notamment pas que la mobilité, les batteries, etc., ce dont on parle beaucoup, mais l'industrie des aciers inoxydables, qui est très consommateur de nickel. Aujourd'hui, plus de 70% du nickel produit dans le monde est à destination des aciers inoxydables et pas à destination des batteries. Donc il y a un vrai besoin de subvenir à cette appro en nickel. Donc la partie gauche, j'y reviens, des sols qui sont naturellement riches, plutôt des hautes concentrations. C'est pour ça que je ne vais pas opposer, c'est que nous, on va cibler des sols, on ne va pas être en frontal tout de suite avec les acteurs miniers, parce qu'ils sont souvent très gros et très puissants. On est sur des sols qui sont dits secondaires non utilisés, sur des sols qui ont des concentrations inférieures au %, là où l'industrie extractive va plutôt partir sur des sols qui sont très concentrés, de l'ordre de 1,5, 2, 3, parfois plus en termes de pourcentage de nickel. Et c'est un peu le schéma noir qui est dessiné sur le côté, à savoir on excave tout ça et puis ensuite on dissocie par des moyens chimiques ou mécaniques ou pyrométallurgiques, on récupère le nickel et on génère pas mal de déchets et surtout on a un impact environnemental relativement significatif parce que si végétation et comme végétation il y avait avant, il n'y a plus après. L'approche, nous, elle est assez différente parce qu'on va utiliser donc ces plantes hyper accumulatrices sur des sols qui sont naturellement riches, trop peu finalement pour être une mine, et tant mieux, mais suffisamment pour poser des problèmes pour l'agriculture arabe classique. Et donc on vient se positionner en alternative, finalement on est fermier, moi je suis agriculteur maintenant, j'étais dans la métallurgie, maintenant je suis agriculteur. On vient cultiver ces plantes pour extraire ces métaux et finalement générer de la valeur pour des populations locales qui n'en sont souvent ont du mal à vivre de leur sol de par ce manque de fertilité. Et le petit bonus de tout ça, c'est que une fois qu'on a fait cette culture-là, qu'on a domestiqué la plante, qu'on a appris finalement à la cultiver de manière optimale, c'est ce qu'on fait en ce moment,
aussi pour des raisons économiques. Encore une fois, plus on extraira de nickel sur ces surfaces-là grâce à ces plantes, meilleure sera la rentabilité, mais pour tout le monde, hein, pour toutes les parties prenantes, que ce soit les agriculteurs, que ce soit l'industrie sidérurgique ou Botanickel entre les deux. Eh bien, on a à la différence du process de gauche qui est plutôt très consommateur d'énergie, nous, on a la chance de produire de l'énergie. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette biomasse qui est considérée comme une ressource évidemment biogénique et donc comme renouvelable pour produire de l'électricité ou de la chaleur, ou plutôt de la chaleur ou de l'électricité. D'abord de la chaleur si possible, meilleur rendement énergétique, et ensuite la conversion électrique si on n'arrive pas à valoriser localement cette énergie sous forme de chaleur. Donc on a une plus-value pour les territoires qui est très très importante, puisque l'énergie, c'est quand même le nerf de la guerre de tout développement. Tout le monde a besoin d'énergie, à la maison, partout. L'énergie est omniprésente, et donc on travaille vraiment à valoriser de manière optimale cette énergie-là, et on récupère ce qui normalement est un déchet, des cendres ou des produits de transformation thermochimique. On récupère ces produits-là dans lesquels finalement on a tout le métal. Et ça, l'industrie sidérurgique, on a déjà les équipements en Europe pour le transformer. On sait valoriser ce métal-là, alors souvent sous forme d'oxyde, mais on sait les transformer pour ensuite les réintégrer dans des filières de production d'acier inoxydable. Donc on vient vraiment faire le lien entre deux mondes qui ne se parlaient absolument pas, et qui aujourd'hui, cette approche-là devient une alternative crédible à l'industrie de l'acier inoxydable. On ne va pas transformer, on ne va pas se substituer intégralement à la partie gauche, parce que nous on travaille en surface là où d'autres travaillent en volume, donc c'est vraiment la nature des sols et la concentration initiale qui va justifier. Mais on espère être déjà à minima complémentaire, voire peut-être partenaire à l'avenir pour pousser l'industrie minière aussi à faire un petit peu différemment, ce qui ne serait pas un mal. Ce n'est pas forcément les entreprises européennes, je ne veux pas stigmatiser ni faire dans le cliché, mais ce qui se passe en Asie est parfois vraiment dramatique par rapport à ce que des entreprises européennes essayent de faire. C'est pour ça que par exemple en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, il y a des vraies difficultés aussi parce que tout le monde n'a pas la même conscience écologique des entreprises européennes non plus que des entreprises asiatiques souvent, sans stigmatiser. Donc voilà, c'est un peu la proposition de valeur de Botanickel. Et donc voilà, typiquement c'est mon travail au quotidien. Maintenant, on est agriculteur et on fait pousser du métal. Donc ces plantes-là que vous voyez, il y a à peu près 2% de nickel dans les parties aériennes, dans ces plantes-là, ce qui est autant que ce que pourrait récupérer finalement un tractopelle en creusant dans un sol pour une industrie minière. On a la même quantité de métal que l'on récupère à l'instant T. Voilà un petit peu le but de Botanickel et finalement comment le vivant qui rentre dans les entreprises ou dans les collectivités, nous on l'utilise version, je dirais, plus pour se dire on réinvente complètement notre business model et on fait plus que transformer nos sites et nos lieux de vie, on transforme notre industrie grâce à ce vivant. Merci Aurélien, merci à tous les trois pour ce temps d'échange et ces différentes échelles, entreprises, collectivités, entreprise sur le cas vraiment d'une activité précise qui peut se développer grâce au vivant. Tout ça peut et doit être lié à l'échelle de nos territoires pour vraiment réintégrer le vivant dans nos vies, dans nos villes et dans nos entreprises. Pour terminer cette petite table ronde, je vous propose un petit temps de questions. Il nous reste 5 minutes. S'il y a des personnes qui ont des questions, on peut prendre ces 5 minutes pour y répondre. Mais je vous propose avant ça de faire peut-être une petite salle d'applaudissements pour nos 3 intervenants. Ok, une question. Alors, comme tout à l'heure, des questions claires, concises, précises, de même que les réponses, parce qu'on n'a que 5 minutes. Est-ce que vous arrivez à essaimer ce que vous faites dans votre commune, dans les communes voisines ou lointaines ? Alors, je fais partie d'une communauté de communes de 38 communes, dont 4 femmes mères et une moyenne d'âge de 65 ans. Alors, c'est compliqué, mais c'est compliqué par ignorance. Et donc, il faut sans cesse expliquer, aller convaincre, dire « viens voir chez moi comment ça fonctionne ». Alors, au début, ils vous regardent comme une débile.
Et après, ils disent c'est pas trop mal. Oui. Donc oui, ça bouge un peu. Mais heureusement qu'il y a eu la contrainte zéro phyto, parce que ça a quand même poussé à la réflexion. J'aurais voulu savoir comment vous avez fait pour mettre en place cette approche permaculturelle et du coup amener l'entreprise à adopter la permaculture. Alors ça s'est fait progressivement. Alors au début, j'ai proposé la permaculture au sens large. Ça serait bien un peu à la manière de Sylvain Norcis, la perma-entreprise. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, sauf que Sylvain Brezard, il est PDG et moi je suis juste salarié. Donc je me suis dit mais comment je vais réussir à faire ça, et en venant sur mon site je me suis dit c'est vraiment du gâchis de voir autant de pelouses tondues très régulièrement, cramer voilà, de l'énergie pour ça alors que ça pourrait être beaucoup plus vivant. Et donc j'ai proposé, parce que je me suis dit pour toucher les gens il faut toucher leur lieu de travail. Et donc je me suis dit bah tiens, je vais commencer à faire un design perma sur mon site. Donc je l'ai fait à Saint-Herblain où je travaille. Et puis bon, ça a plus ou moins pris. J'ai trouvé quelques acteurs, donc j'ai commencé à faire un design. Et puis un jour, j'ai rencontré Thierry, qui est un mandataire de site, et je lui ai présenté mon idée. Et donc on a déposé un dossier dans un challenge innovation. Et puis on a fait ce design sur son site, mais du coup lui il était vraiment preneur parce qu'il avait un projet de rénovation sur le site, il avait un petit budget et donc on a commencé à faire ce design. On a commencé petit et puis petit à petit en fait ça a commencé à fédérer avec notamment le visuel de Pocheco qui aide beaucoup. En fait, le design, ça permet aux gens de se projeter, de se dire, de rêver aussi quelque part, parce qu'il faut rêver, il faut réenchanter un peu justement ces discours sur l'écologie. Il faut plus que ce soit anxiogène en fait. Et là, l'idée, c'est vraiment de se faire ce dessin, de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quoi, avec le vivant. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Donc petit à petit, j'ai rencontré des acteurs et puis après le directeur environnement est venu sur le site là, dont je parlais. Il a dit mais c'est quoi ton truc là, c'est incroyable. Et puis il s'est dit bah ça serait bien qu'on le déploie plus largement, sachant que en plus il avait vu d'autres initiatives parce que il y a plein de gens qui sont sensibles à l'environnement, qui sont parfois méconnus. Et donc l'union fait la force. Donc je me suis vraiment appuyé sur l'humain et sur le collectif pour vraiment démultiplier cette approche. Juste pour compléter, nous on dit souvent que la transition, par le fait de travailler avec le collectif, des gens qui ont envie, le fait d'illustrer les projets et donc de donner envie aux gens d'y s'engager, ça fait en sorte que cette transition, elle est désirable et non pas vue comme une contrainte. C'est une opportunité aussi de changer notre manière et notre rapport au travail et notre travail aussi. Nous, on voit des gens dont c'est le métier qui nous disent parfois « mais en fait, je ne trouve plus de sens à mon travail ». Et quelques mois après, ils nous disent « mais en fait, j'ai envie de rester ». On a eu le cas avec quelques collègues qui nous avaient aussi fait ces témoignages. Donc, il faut vraiment que cette transition, elle soit désirable et c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire et ce qu'on fait ensemble. Peut-être une dernière question ? Oui. Pour faire suite à votre intervention, Aurélien Buteri, comment est-ce que vous avez convaincu un grand groupe industriel de devenir agriculteur ? Ça n'a pas été simple. Au début, beaucoup de... Pas de rigolade, mais ne me prenez pas forcément au sérieux. Clairement, le seul critère qui fonctionne aujourd'hui encore, c'est la finance. C'est-à-dire montrer que c'est un projet qui est viable et qu'il est même plus viable que l'industrie minière standard. Pour différentes raisons, c'est qu'on a pas mal de valeur ajoutée sur la chaîne de valeur, que ce soit la partie nickel, que ce soit la partie énergie, que ce soit la partie, je ne l'ai pas mentionné, mais récupération aussi d'éléments des biofertilisants qui sont inclus, c'est-à-dire qu'on peut valoriser le phosphore, le potassium. Donc c'est une chaîne de valeur qui n'a pas de déchets et qui a pas mal de sorties en termes de valorisation aussi financière. Et donc ça a été le premier moteur où ils m'ont dit « Ah, on va peut-être le considérer quand même, parce que c'est pas si mal. » Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent dans la balance. Le Covid a été un accélérateur sur pas mal de prise de conscience, au niveau aussi des grands groupes, sur il faut peut-être qu'on fasse un peu différemment. Et la réglementation européenne, tu mentionnais le zéro phyto ou le zéro artificialisation.
les futurs carbone aux frontières, les taxes carbone aux frontières et ce genre de contraintes sont aussi là pour accélérer aujourd'hui les mutations des grands groupes. Et puis fondamentalement, il y a de plus en plus de personnes à l'intérieur des grands groupes qui sont convaincus. Et moi, je milite pour que les gens convaincus soient à l'intérieur des grands groupes et pas à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui fuient les grands groupes en disant « Ouh, c'est pas bien ». S'il n'y a personne dedans pour changer de braquet, c'est compliqué. Donc je milite notamment chez les jeunes, alors pas les tout petits, mais toutes les écoles d'ingénieurs dont on entend beaucoup parler, AgroParisTech, etc., qui fuient les grands groupes parce qu'ils polluent. Si personne de convaincu n'est dedans, ça va être compliqué. Donc au contraire, le verre dans la pomme, on n'a jamais détourné un avion en restant sur le tarmac, quoi. Merci Aurélien.